2, 1, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Syconia. Vous le savez maintenant, Syconia c'est l'émission en direct ici avec nous, en direct de l'école 42 à Paris, qui est dédiée à la grossesse, à l'accouchement, à l'enfant. C'est pas toujours un heureux événement et c'est ce que Syconia veut faire aujourd'hui. La première émission était présentée par le docteur Amina, gynécologue, et c'était évidemment dédié à l'accouchement. Maintenant, c'est un autre thème qu'on va aborder ici ce soir sur Syconia, et c'est de la dépression postpartum dont on va parler ce soir. Avec vous, docteur Louis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre. Tout à fait. On va prendre les questions que les mamans, que les femmes, peut-être même les hommes, on ne sait pas, ont posées à Syconia, qu'on a prise évidemment ces derniers jours et en direct ce soir. La première question qui nous est posée, c'est quelle est la différence entre le baby blues, une notion qu'on connaît toutes, pour l'avoir soit entendue, soit l'avoir vécue, et puis la dépression postpartum, le sujet de ce soir. Bien, Marion, ce sont deux réalités complètement différentes. Le baby blues, c'est la normalité, c'est la bonne santé mentale. La femme s'est laissée modifier dans sa tête et dans son corps par la grossesse. Elle a vécu la naissance, elle a été mise à l'épreuve par la naissance. Et maintenant, elle s'essaie à être mère avec un bébé inconnu. Elle doit se laisser se désorganiser dans sa tête et dans son corps un tout petit peu pour pouvoir se mettre en phase avec le bébé. Le bébé naît inorganisé. Alors, une maman qui se laisse se désorganiser et un bébé inorganisé font un rimage. Donc, c'est essentiel et pour le bébé et pour la maman. Bien sûr, ce n'est pas de tout repos. Et un certain nombre de mamans passent du rire aux larmes, de l'espoir au désespoir, et ne se sentent pas tout à fait compétentes. Mais peu à peu, la mayonnaise prend, et ces deux-là commencent une nouvelle aventure ensemble. Alors, la dépression postpartum, c'est un mot qui est un peu barbare, qui fait peur à beaucoup de femmes. Qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce qu'on peut donner une définition? Alors, la dépression du postpartum, et c'est toujours pathologique, ce qui la différencie du baby blues. La dépression du postpartum est un terme qui ne convient pas tout à fait, parce que ce n'est pas une vraie dépression. La dépression du postpartum, on peut la définir comme un accident de la rencontre du bébé avec la maman. D'accord. Donc, il s'agit d'une maman qui voulait être maman, qui aime son bébé, bien sûr, et qui, peu à peu, dans le quotidien, une fois qu'elle rentre à la maison de la maternité, se rend compte qu'elle n'a plus de plaisir à être ensemble avec son bébé. Son bébé pleure, elle ne comprend pas tout à fait ses signes, elle a du mal à le consoler, et passer du temps avec le bébé commence à devenir une forme d'angoisse. Imaginez que lorsque le papa s'en va le matin et qu'elle passe la journée seule avec le bébé, cela paraît comme un long tunnel où elle anticipe déjà les moments difficiles avec un bébé qu'elle ne pourra pas consoler. Ça va être la journée un peu insurmontable. Absolument, et on attend de pied ferme, on compte les minutes avant que le papa ne revienne. Et le troisième signe, c'est de se sentir mauvaise mère. Donc, sentir qu'on ne comprend pas son bébé et on est angoissé à l'idée de s'occuper de son bébé, perdre le plaisir d'être avec son bébé et se sentir mauvaise mère. Alors, vous voyez, ce ne sont pas les choses qu'on raconte à sa belle-mère, n'est-ce pas? Mais je reviens sur cette définition, ce n'est pas une... Est-ce que c'est une pathologie avérée ou pas Bien sûr, oui, c'est bien sûr. une 20% de toutes les femmes qui accouchent ont une dépression du postpartum. Ce qui fait de la dépression du postpartum la principale complication de la naissance. 20%, c'est énorme. C'est beaucoup. Ouais, c'est un enjeu de santé publique. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs ce soir. Absolument, oui, tout à fait. Il faut en parler plus, beaucoup plus. Une autre question qu'une maman nous pose sur Syconia, c'est les causes. Quelles sont les causes de cette dépression postpartum? Bien. Tout d'abord, tout ce qui va fragiliser la maman. Donc la maman peut être fragilisée par son histoire. Quand on a un passé douloureux, ce passé a tendance à se réactiver pendant la naissance et la grossesse. Quand on a connu des maladies chroniques, quand on a des maladies psychiatriques, tout cela fragilise les femmes. Mais aussi les femmes qui sont seules, qui sont isolées, qui passent trop longtemps seules. Donc il y a un facteur un peu d'environnement, de contexte. Bien sûr, quand même. Bien sûr. Mais aussi les conditions de la naissance. Quand on a eu un accouchement difficile, quand on a cru qu'on a fait une hémorragie de la délivrance, qu'on a cru qu'on était en danger, qu'on a cru que le bébé était en danger, qu'on a fait la césarienne en urgence, qu'on a dû faire le forceps, ces choses-là fragilisent la femme. Donc tout ce qui fragilise la femme va jouer contre elle et
contre la rencontre avec le bébé. Puis, on doit le dire aussi, il y a des bébés qui sont plus faciles que d'autres. On sait que 10% de tous les bébés sont irritables, c'est-à-dire qu'ils sont difficilement consolables, leurs signaux ne sont pas tout à fait clairs, et techniquement, ce sont des bébés qui sont beaucoup plus difficiles à prendre en charge et qui exigent davantage des parents. Vous, d'ailleurs, en tant que pédopsychiatre, vous voyez des bébés et vous vous dites, tiens, ce bébé a peut-être été lui aussi un peu victime, entre guillemets, d'une dépression postpartum. Alors, victime, c'est un terme un peu dur. Oui, c'est un peu dur. Et alors, j'avais dit que la dépression du postpartum est une difficulté de la rencontre. Et quand une maman est angoissée, n'a pas de plaisir à passer du temps avec un bébé et se sent une mauvaise mère, il va très vite se dévitaliser. C'est-à-dire que elle va se sentir un peu vide, va commencer à envisager le quotidien de manière un peu mécanique, à donner le biberon de manière mécanique, à changer la couche de manière mécanique. Et cet aspect mécanique termine par affecter le bébé. Le bébé a besoin d'une maman pleine d'émotions qui accueille ses émotions et qui les transforme. Donc tout cela commence à être en panne lorsque la dépression du postpartum s'installe. Vous évoquiez justement les signes qui montrent qu'on fait une dépression postpartum. C'est une question d'une maman qui nous est posée sur Syconia. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions en direct. Comment sait-on si on fait une dépression postpartum justement ? Bien, la plupart des fois, c'est le bébé qui nous le dit. Parce que le bébé commence à aller mal. Là, quand il a 3 semaines, 1 mois, ce sont des bébés qui commencent à avoir toute la bobologie du bébé. Donc, le reflux, qui est un peu plus banal, n'est-ce pas ? Ce sont des bébés qui dorment mal, qui ont du mal à faire la sieste. Ce sont des bébés qui font de l'eczéma. Ce sont des bébés qui ont toute cette bobologie à laquelle tous les pédiatres sont habitués. Donc, on va voir le pédiatre donne un traitement, et ce traitement fonctionne une fois, mais quelques jours après, tout revient. Donc, c'est déjà un premier signe. Un bébé qui, après être allé voir un pédiatre, continue à avoir des difficultés, peut-être que c'est un bébé qui est en train de dire que cela ne va pas tout à fait bien. Ensuite, c'est tout ce que je viens d'évoquer. Cette absence de plaisir, cette angoisse, ce sentiment d'être mauvaise mère, et tout cela termine par enfermer la mère et le bébé dans un huis clos qui ne convient à personne. Toutes ces choses-là sont des choses qui font sentir les femmes un peu honteuses. Donc elles ne vont pas facilement se confier et dire à quelqu'un, écoute, je ne me sens pas une bonne mère, il faut avoir beaucoup de courage pour le faire. C'est difficile. Oui, tout à fait. Donc c'est ce portrait global, une maman qui est un peu dévitalisée, qui se sent en difficulté au quotidien avec un bébé, et un bébé qui commence à aller mal. Donc il faut quand même reconnaître, on parle là finalement des symptômes de la dépression postpartum, il ne faut pas confondre les symptômes du baby blues qui sont relativement normaux parce qu'on est fatigué, parce que c'est un événement quand même important, sur un timing assez précis, des symptômes de la vraie dépression postpartum. Ah oui, bien sûr, cela n'a rien à voir. Le baby blues se fait du 3e au 10e jour après la naissance. Alors que là, la dépression du postpartum commence à se présenter à la fin du 1er, 2e mois. Et le pic de la dépression du postpartum, c'est le 3e mois. D'accord. Donc quelques semaines se sont passées. C'est-à-dire que pour que la dépression du postpartum survienne, la maman doit quand même assumer le rôle maternel 1 jour, 2 jours, 3 jours, se sentir mal, commencer à avoir l'impression qu'elle n'y arrive pas 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et c'est l'épuisement de cette rencontre difficile qui termine par dévitaliser cette maman. Donc il faut quand même quelques semaines. Les mamans sont quand même résistantes. Il paraît, oui. Autre question d'une maman sur Syconia. Combien de temps ça dure, une dépression postpartum ? Alors cela peut durer toute une année, la première année de vie du bébé, si on ne la traite pas. Pour la maman, c'est une grande souffrance, mais ce n'est pas grave. Cela passera. La difficulté de la dépression du postpartum, si on ne la traite pas, c'est que la rencontre malaisée, difficile avec le bébé, ne va pas permettre à cette maman de se construire en tant que mère et va affecter le bébé. Et c'est cela, ce qui nous inquiète le plus. Ce sont les dégâts pour la mère en tant que mère, dans son identité de mère, et le développement de l'enfant. Je crois qu'on doit dire quand même
que 25%, un quart des bébés, de ces 20% des mères qui font une dépression du postpartum, vont avoir des difficultés du développement. Alors 25% n'est pas 100%. C'est-à-dire que 75% des bébés de mères déprimées vont bien. Oui. Alors la clé du mystère, c'est de ne pas être seul. Pour les 75% des bébés qui vont bien, il y a un papa, une tati, une mamie, une nounou, la PMI, le pédiatre, la sage-femme. Qui prendra un petit peu le relais et qui va pouvoir aider. Parce que ce qui est magique dans la dépression du postpartum, c'est que dès qu'il y a un tiers, cela se passe mieux. On est soulagé, on se sent sauvé. Mais pour les mamans seules, c'est compliqué. Mais les mamans seules, c'est une très mauvaise invention de notre société qui a une 50aine d'années. Avant, jamais dans l'histoire de l'humanité, on avait vu une mère seule avec un bébé. Donc la solitude des mères est à bannir. Mais là, dans ce que vous dites, Dr Louis, il y a quand même, vous le disiez avant qu'on commence ce live, un enjeu de santé publique, puisque les chiffres que vous donnez sont quand même inquiétants. Bien sûr. 20% des mères qui accouchent en France, c'est énorme. Bien sûr, bien sûr. Nous vivons dans un pays qui encore est généreux sur le plan de la prévention et sur le plan de la prise en charge de la grossesse et des bébés. Et nous avons un certain nombre de plans périnatalité qui ont eu des effets tout à fait importants. Je crois qu'on doit rendre hommage à une personne qui s'appelle Françoise Molina, qui a permis de sensibiliser les acteurs politiques autour de cette problématique et qui a permis de mettre en place l'entretien du 4e mois. C'est-à-dire qu'il y a, pour toutes les femmes en France, au 4e mois de grossesse, la rencontre avec une sage-femme en général, qui vise à dépister tous les problèmes éventuels qu'elle pourra connaître au cours de la grossesse et de la rencontre avec le bébé, y compris la dépression du postpartum. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. On peut prévenir la dépression du postpartum. Mais alors si une maman nous écoute et se dit « mince, je suis au 5e mois, je vais toujours pas bien », elle peut toujours s'adresser à sa maternité, à sa sage-femme, à son obstétricien et se signaler. D'accord. On va revenir parce qu'il y a des questions justement sur la consultation quand c'est nécessaire. On prend une autre question, une autre de vos questions en direct. Qu'est-ce que ça fait au bébé? On l'a évoqué un tout petit peu, mais est-ce qu'on peut revenir sur les conséquences sur le bébé? Bien sûr. Notamment à la naissance, parce que c'est quand même, comme vous le disiez, un problème sur le premier contact. Donc j'imagine qu'il y a des conséquences sur le bébé lui-même. Bien sûr. Donc nous n'allons pas dramatiser, mais disons les choses comme elles sont. Le bébé humain naît inorganisé. Et l'enjeu des 3 premiers mois de vie pour un bébé, c'est de s'organiser. Il doit organiser son corps. Donc quand il mange, ce qu'il mange reste à l'intérieur, qu'il digère, qu'il puisse faire caca, que son sommeil s'organise, qu'il régule sa température, qu'il organise son corps, qu'il organise sa pensée, qu'il organise ses émotions, qu'il organise ses liens. C'est l'enjeu des 3 premiers mois. Pour le faire, il a besoin de pouvoir compter sur des adultes qui sont autour de lui et qui vont lui permettre, avec leur aide, leur implication, leur amour, leur tendresse, de pouvoir transformer son expérience pour qu'elle devienne constructive et assimilable. Ce qui arrive aux bébés des mamans qui sont déprimées et qui sont seules, c'est que la maman est dévitalisée, ses émotions sont abrasées. Et le bébé ne dispose donc pas suffisamment des émotions de maman pour que ses propres émotions et son propre vécu soient accueillis, compris et transformés. Donc les bébés, en quelque sorte, restent avec leur vécu du quotidien de manière brute et non assimilable. Et tout cela les met en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle c'est le corps du bébé qui va dénoncer, en quelque sorte, la difficulté. Le corps du bébé parce qu'il ne dort pas, parce qu'il ne mange pas, ou parce qu'il a un reflux, parce qu'il fait de l'eczéma, parce qu'il tombe malade. Une question d'une maman qui nous dit « J'ai l'impression que personne ne me comprend ». C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que souvent, on n'ose pas le dire, on ne sait même peut-être pas ce qui nous arrive. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette maman? Qu'elle a tout à fait raison, et que c'est très courageux de pouvoir dire qu'on ne va pas bien. Notre société a idéalisé la grossesse et l'enfant. On nous fait croire que la grossesse est l'attente de l'heureux événement, alors que ceux qui sont parents, les mères le savent très bien, et bien sûr, être mère, être enceinte, c'est un grand bonheur, mais pas seulement. C'est un moment de fragilité, c'est un moment de crise.
et notre société n'a pas très envie de se rappeler de cela ou de reconnaître cela. Donc bien sûr, le mari, le papa, la belle-mère, les amis n'ont pas très envie de penser que cette mère peut être en difficulté avec ce bébé. Donc tout le monde partage une espèce de déni, une espèce de cécité qui convient à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle il est très important qu'on dise aux femmes ce soir que les professionnels de santé sont tout à fait aptes et formés à la reconnaissance de la dépression du postpartum et qu'elles peuvent s'en ouvrir, qu'elles peuvent faire confiance à leur sage-femme, à leur PMI, à leur pédiatre, à leur obstétricien. Ils savent, elles ne seront pas jugées et elles pourront trouver l'aide dont elles ont besoin. Alors justement, vous posez la question de savoir quand il faut consulter. Tout de suite, dès qu'on se sent mal. Dès qu'on a réellement, dès qu'on perd le plaisir d'être ensemble. Dès qu'on se sent angoissé de passer la journée avec son bébé et qu'on se sent mauvaise mère, il faut consulter tout de suite. Mais beaucoup de mamans, pour l'avoir moi-même entendu, disent allez, ça va passer, ça ne va pas durer très longtemps. C'est un petit coup de fatigue, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ça passera. Est-ce qu'il faut quand même se dire non, c'est pas un petit symptôme, c'est sérieux, et il faut que j'aille consulter? On doit passer à cette étape de la consultation? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Il ne faut pas hésiter. Il vaut mieux qu'on consulte et qu'on soit conforté avant d'aller mal, vraiment. Et de toute manière, quand on est vraiment en difficulté, que le bébé commence à avoir des symptômes, que le corps du bébé commence à se désorganiser, et une consultation est absolument indispensable. Alors, je prends une autre question. Comment ça se soigne, la dépression postpartum, justement? Bien. Tout d'abord, la maman doit se confier à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est la puère de PMI, le pédiatre, la sage-femme, l'obstétricienne. Et ces professionnels de la santé vont orienter cette maman et ce bébé vers les pédopsychiatres, vers les psychologues, qui savent, eux, accompagner les mamans et les bébés. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, il s'agit de briser la solitude de cette maman et de ce bébé. Alors, j'insiste, ce qui fait le plus de mal à une maman et un bébé qui sont en difficulté, c'est de rester seul. Donc, partout en France, il existe aujourd'hui dans les PMI des groupes mère-bébé, dans les CMP, dans les centres médico-psychologiques aussi. Donc, la première mesure, c'est de briser la solitude. Une puère peut passer à la maison. Une puère, on peut rappeler ce que c'est, peut-être? Une puéricultrice. Puéricultrice. Et en général, elles sont formidables, elles sont à la PMI, elles sont tout à fait disponibles. Donc, elles peuvent aller à domicile, la maman et le bébé peuvent venir à la consultation. Il s'agit vraiment de les sortir de ce huis clos. Ensuite, il s'agit de tenir compte, de comprendre ce qui a fragilisé la maman. En général, vous voyez, c'est comme des fils que l'on coupe. Donc, l'accouchement un peu difficile, et puis on est un peu seul, et puis peut-être que Mamie Paulette est tombée malade, et puis peut-être que je me rappelle que quand j'étais adolescente, j'étais en difficulté, et puis peut-être que mon bébé est un peu difficile, et puis la nounou s'en va, et paf, là, on a coupé tous les fils et on tombe. Donc, il est extrêmement important qu'on puisse comprendre avec la femme ce qui s'est passé, et la soutenir. Et le dernier volet, c'est vraiment aider pour que la maman et le bébé se rencontrent différemment. Ce sont des mamans qui ont besoin de redécouvrir le bébé. J'avais dit que ces mamans ont beaucoup de difficultés à reconnaître les signaux du bébé. Il s'agit de passer un moment ensemble et de regarder ce bébé, et de regarder comment il communique, quels sont les canaux de communication privilégiés avec ce bébé, comment on peut le toucher, comment on peut entrer en contact avec lui. Et c'est magique. Cela tire d'affaire le bébé et la maman assez rapidement. On peut assez vite débloquer la situation. Le bébé n'attend que ça et la maman n'attend que ça. Une rencontre opportune qui permet que l'arrimage se fasse différemment. Une dernière question qui est posée ici sur cette émission Syconia. Les facteurs de risque, quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque, disons le terrain que vous avez un peu évoqué, avec les problèmes qui s'ajoutent, qui s'accumulent, et puis peut-être les facteurs de risque, si on ne la soigne pas dans le futur, on peut peut-être répondre sur ces deux axes-là? Oui, c'est effectivement rassembler tout ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Donc les facteurs de risque sont des facteurs de risque sociaux,
être seul, être isolé, changer de vie, ne connaître personne, être enceinte dans ces conditions-là, et devenir maman dans ces conditions-là n'est pas simple. Et avoir un mari qui part très tôt et rester toute seule toute la journée n'est pas un bon plan non plus. Puis, il y a les facteurs d'ordre psychologique. Donc, réellement, si on a connu une enfance malheureuse, si on a eu soi-même des difficultés psychologiques ou psychiatriques, si on a eu un traitement antidépresseur, si on était un peu patraque avant la grossesse, toutes ces choses-là vont fragiliser la femme au moment de la rencontre avec le bébé. Puis, tout le volet des antécédents obstétricaux. Donc, les pertes périnatales, quand on a fait une fausse couche, quand on a fait une grossesse extra-utérine, quand on a fait une IVG aussi, quand on a dû interrompre une grossesse parce que le bébé était malade, quand on a connu une naissance prématurée, toutes ces choses-là fragilisent la femme. Ouais. Puis, l'accouchement d'aujourd'hui, l'accouchement de ce bébé d'aujourd'hui, et la césarienne d'urgence, et les forceps parce que le cœur du bébé commençait à battre moins vite, et avoir eu peur pour soi, avoir eu peur pour son bébé, toutes ces choses-là fragilisent cette maman. Et font que cette dépression survient. Oui, tout à fait. Alors, vous avez vu que la plupart de tous ces facteurs-là peuvent se prévenir dès la grossesse. Et c'est tout à fait l'importance de cet entretien du 4e mois. Pour terminer, on va terminer puisque les 20 minutes de live se terminent. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux mamans qui nous écoutent? Bien. Devenir maman est formidable. C'est une très très belle aventure, mais ce n'est pas simple. La grossesse et la rencontre avec l'enfant va révéler nos forces et nos faiblesses. Il faut beaucoup de courage pour nous rendre compte que nous allons mal, et il faut encore plus de courage pour pouvoir le dire à quelqu'un. Mais il est essentiel que les personnes qui nous entendent et qui se sentent un peu fragiles se sont autorisées tout à fait à briser le silence et aller chercher de l'aide. 20% parmi vous, 20% de toutes les femmes qui accouchent vont connaître une dépression du postpartum. Donc il faut dédramatiser, avoir conscience quand même des facteurs de risque, et puis aller consulter, si je résume un peu notre discussion, tout à fait. Quand on sent que ça ne va pas. Et faire confiance aux soignants. Voilà. Ils sauront vous écouter, ils sauront vous orienter. C'est sûr. Merci beaucoup, Dr Louis. Merci à vous, Marion. Consacré cette émission, cette deuxième émission de Syconia sur la dépression postpartum. Nous allons nous retrouver le 30 mai prochain et ce sera une émission consacrée aux petits mots de la grossesse. C'est évidemment là beaucoup plus que 20%. Je crois que c'est 100% des femmes connaissent des mots pendant la grossesse. On se retrouve donc le 30 mai prochain. Bonne soirée, à bientôt.